effectivement, cette question de l'évaluation, je crois qu'elle a été posée dès le début de la refondation et de la réflexion sur l'école de base, l'école fondamentale, celle qui va de la maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. Vous le disiez il y a juste quelques instants, dans la loi de refondation, celle du juillet 2013, le cadre de la réflexion est totalement posé. Donc je me permets quand même de le redire, parce que quelque part, moi je reste persuadée que c'est la loi de refondation, celle que le législateur nous a demandé d'appliquer, qui reste notre guide. Et cette loi, elle dit, je cite, que les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une évaluation sanction à faible valeur pédagogique. Il s'agit d'évaluer les progrès et de rendre l'évaluation compréhensible. Je pense que ça, c'est un point qui est essentiel. Quelque part, je considère que c'est ma feuille de route. Et je pense que la ministre ne pense pas autre chose que cela. Alors, nous n'avons pas rien fait depuis quelques années, et singulièrement depuis le fait que nous travaillons en particulier sur la réforme du collège, grâce à vous et à la conférence nationale sur l'évaluation des élèves, grâce aussi au travail que nous avons accompli autour du socle et la consultation, très grande consultation que nous avons organisée sur ce sujet, qui nous a permis d'interroger en particulier les enseignants de façon très large sur ce qu'ils pensaient de l'évaluation. Le travail également avec les fédérations de parents d'élèves, tellement important pour vraiment réfléchir à la façon dont l'évaluation est ou non un mode de communication avec les familles. Juste pour rappeler quand même que sur la question de l'évaluation, plus de 70 000 enseignants nous ont répondu. Et je crois que toutes ces contributions, elles nous disent en tout cas une chose extrêmement importante, elles disent toutes que quelque chose doit changer dans la manière dont nous évaluons les élèves, si nous voulons véritablement être à la hauteur des enjeux de la refondation de l'école. Merci à vous. Ce que disent les enseignants, c'est aussi, dans la consultation sur le socle que nous avons menée, c'est que l'évaluation, elle doit permettre de mesurer les compétences et les connaissances, les progressions des élèves, et en particulier que cette évaluation doit servir à construire les parcours des élèves et à les faire progresser, avec un rejet très massif du fait que l'évaluation pourrait avoir comme but essentiel, premier, de situer un élève par rapport à un autre. Et là, on est tout à fait dans la réflexion qu'a porté le mouvement contre la constante macabre depuis longtemps. L'évaluation, ce n'est pas quelque chose de relatif pour finalement obtenir cette fameuse courbe de Gauss dans la classe, et donc trier, séparer, comparer les élèves. L'évaluation, elle doit servir à la construction du parcours des élèves, à identifier leurs forces, leurs faiblesses, et à expliciter clairement les attentes et le chemin qui doit être parcouru pour augmenter sa performance, pour mieux comprendre ce qu'on attend des élèves et construire tout ce que nous attendons effectivement d'eux. Il y a aussi, dans les réponses des enseignants et des élèves, un message très clair sur le fait le statut de l'erreur. C'est quelque chose dont nous parlons beaucoup depuis longtemps. J'ai été très frappée dans toutes ces consultations du fait qu'il y avait vraiment une très large majorité de ceux qui s'expriment qui disent que l'erreur ne doit pas être considérée comme une faute, mais comme une étape normale des processus d'apprentissage. Et l'autre question, c'est comment est-ce que l'on communique avec les familles? Comment est-ce qu'on embarque les familles avec nous? Parce que le message doit être extrêmement clair et compréhensible également pour les élèves et les parents. Sinon, il n'a pas de sens pour les élèves, et sinon, globalement, l'école n'a pas de sens pour les élèves et pour les familles. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais, pour faire écho aux paroles de Benoît Hamon, dire que nous n'avons pas du tout abandonné le terrain. Effectivement, beaucoup de chantiers sont ouverts, et nous essayons de les prendre l'un après l'autre. Et dans toutes mes interventions, je rappelle combien la refondation de l'école est singulièrement, et je n'oublie pas tout ce que nous avons fait sur le premier degré, grâce en particulier au travail de Jean-Paul, que nous reprenons évidemment totalement à notre actif, et la priorité est toujours au primaire. Mais à l'heure actuelle, l'attention se porte de façon plus spécifique sur le collège. Dans tout le panorama de ce que nous travaillons autour du collège, il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement une réforme structurelle dont on parle en ce moment, mais cette réforme, il ne faut pas oublier qu'il s'agit avant tout d'une réforme pédagogique.
et qu'elle est liée à tout un ensemble de réflexions. D'abord, sur les instances pédagogiques, la façon dont nous travaillons dans les collèges, sur l'accompagnement pédagogique des élèves, sur la différenciation, sur le fait que nous ne devons plus laisser au bord du chemin nos 140 000 élèves par an. Je le dis quand même, parce que de temps en temps, il faut se rappeler ce chiffre absolument terrible. Si vous prenez la génération des jeunes entre 18 et 25 ans à l'heure actuelle, nous avons 600 000 jeunes qui sont assis sur le trottoir à regarder les autres marcher, parce qu'ils sont sans qualification, sans diplôme, et que, à l'évidence, pour eux, le chemin de l'insertion professionnelle, le chemin de l'entrée dans la vie sociale est beaucoup plus compliqué que pour les autres. Donc, tout cela nécessite effectivement que nous ayons une vue d'ensemble, celle aussi des contenus, des programmes, des structures, et évidemment celle de l'évaluation des élèves. Évidemment celle de l'évaluation des élèves. Et de ce point de vue-là, je voudrais redire combien beaucoup de points qui ont été travaillés dans le cadre de la mise en œuvre de l'évaluation par contrat de confiance, par des équipes de terrain, la façon dont elles s'en sont emparées, ont produit, je crois, des effets extrêmement intéressants que nous reprenons à notre compte, que je connais bien pour l'avoir vu de très très près avec les équipes. Et je sais que certaines d'entre elles sont ici présentes aujourd'hui et ça me fait très plaisir de les retrouver. Tout ce qui est effectivement la valorisation du travail de l'élève, de ses efforts, le développement de la confiance en soi, dont on sait l'importance absolument essentielle pour ce qui est de la lutte contre le décrochage scolaire, pour ce qui est aussi de la compréhension du sens. Pourquoi on est à l'école? Pourquoi on est au collège? Si c'est pour tous les jours se prendre un coup sur la tête, franchement, ça devient difficile d'être motivé pour se lever le lendemain matin et y retourner. Or, je crois que nous partageons tous et toutes la conviction profonde de l'éducabilité de tous les enfants. Moi, je refuse de considérer, quand je regarde dans les yeux d'un enfant qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans, que je sais à l'avance s'il va devenir cadre et qu'il a besoin de tel ou tel enseignement, ou si ça n'est pas possible pour lui et qu'il apprenne déjà des choses de base. Donc tout doit être travaillé. Et les enfants, je crois que là aussi on a besoin aussi davantage de travail, en particulier avec les sciences cognitives, avec tout ce qui se passe autour des sciences de l'éducation, qui méritent d'être un peu mieux connues et développées dans notre pays, et davantage en lien avec l'école. Nous avons vraiment besoin d'améliorer notre connaissance pour comprendre que tout n'est pas joué quand on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, et que la plasticité du cerveau humain, la capacité de résilience est grande de l'être humain, heureusement, et que de ce point de vue, l'échec n'est pas définitif, mais par contre, quand on colle ce mot d'échec sur le front d'un enfant, l'étiquette est dure à arracher. Donc c'est tout ce travail qui a été très bien construit par les équipes de terrain sur lesquelles nous souhaitons nous appuyer, parce que ce ne sont pas des réformes idéologiques, et ce que nous voulons faire sur l'évaluation ne doit pas être idéologique, il doit être vraiment basé sur ce qui se fait concrètement dans les classes depuis déjà de nombreuses années. Et moi, ce que j'ai pu observer, et le PCC a grandement contribué à mettre le doigt de façon explicite et visible sur ces questions, c'est que nous pouvons tirer collectivement, et les enseignants, les familles en premier lieu, beaucoup d'intérêt de ce qui a été travaillé dans les classes. D'abord, ces nouvelles modalités d'évaluation, quand je dis nouvelles, elles ont été déjà travaillées depuis un moment, elles ont eu le grand mérite de faire en sorte que les enseignants s'interrogent directement et de manière très concrète sur ce qu'ils attendent des élèves. Qu'est-ce que les élèves doivent maîtriser? Je fais un cours de mathématiques à l'école primaire, je fais un cours de français au collège ou un cours de sciences. Et au bout du compte, qu'est-ce que j'attends de mes élèves? Est-ce que je suis capable d'expliciter très clairement ce qu'ils devront maîtriser, ce qu'ils doivent savoir faire, et donc de les aider, de faire en sorte que l'évaluation que je vais produire soit vraiment aussi une composante à part entière des apprentissages. Et de ce point de vue-là, je crois que vraiment c'est absolument essentiel si l'on veut progresser, comme je pense que nous le souhaitons tous, vers une plus grande démocratisation de notre système scolaire, comme je le disais tout à l'heure, parce que démocratiser l'école, parler à tous les enfants, à toutes les familles, c'est aussi
déconstruire un certain nombre de ces connivences intellectuelles qui sont plus faciles dans certains milieux que dans d'autres, et qui permettent plus facilement de décoder les implicites de notre système. Et j'étais très frappée en discutant avec les enseignants, en particulier ceux qui mettent le PCC, qui l'ont repris à leur compte, qui le mettent en œuvre, de la façon dont ils se rendaient compte souvent que, au bout du compte, ils pensaient naturel que les enfants aient compris que l'on attendait ceci et cela, et donc ils devaient travailler de telle et telle façon. C'était naturel, ça faisait partie de ce qu'on avait tous et toutes connu à l'école. Et finalement, non. Non, c'était pas si évident. On l'a tous connu. On l'a peut-être plus connu au lycée ou dans l'enseignement un peu plus supérieur, où à un moment donné, tous et toutes, on s'est retrouvés en but en disant « mais ok, le cours, je l'ai compris, c'était très intéressant, mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi, clairement ?» Et devant la difficulté de certains enseignants à expliciter cela, évidemment, l'échec, il se profile à grands pas. Eh bien, ça n'arrive pas que dans les sphères supérieures. On a beaucoup d'enfants qui, dès les premières années de l'école, se retrouvent devant ce mur incompréhensible qui, quelque part, les éloigne de plus en plus du sens des apprentissages. L'autre point, c'est que, en particulier autour, j'aime bien ce mot de contrat, parce que je crois qu'il y a absolument nécessité d'établir un contrat clair et partagé, en particulier avec les familles. Et beaucoup de ce que j'ai vu, en particulier lorsque j'étais rectrice de Créteil, dans les circonscriptions où le travail sur le PCC a été mis en place de façon appropriée, beaucoup les familles que j'ai pu rencontrer nous faisaient part de leur grand soulagement de voir leur place confortée, leur place reconnue et leurs compétences éducatives reconnues. Parce qu'on ne demande pas aux familles de faire le travail de l'école, mais la famille sait exactement quelle est sa place et comment elle peut accompagner son enfant sans se substituer à l'école. Et placer la famille dans son rang d'éducateur est un des grands enjeux que nous avons encore à réaliser. Alors, je le dirai à Benoît Hamon, bien qu'il soit parti, nous n'avons pas du tout abandonné le travail sur la construction d'une véritable politique de l'évaluation. Et donc, je confirme qu'elle se mettra en œuvre dès l'année prochaine dans sa construction, de la formation, de l'accompagnement des enseignants, de la maternelle au collège, dans le cadre des nouveaux programmes, dans le cadre de la mise en place des cycles qui nous obligent, à l'évidence, à une autre forme d'évaluation. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment avoir une évaluation qui soit beaucoup plus progressive, qui ne soit pas binaire, du tout au rien, c'est validé, c'est pas validé, et qui mette vraiment l'accent de façon très claire sur le contrat qui est passé avec effectivement l'école, entre l'école, la famille et l'élève, pour faire en sorte que cette évaluation, au sein des disciplines, en lien beaucoup plus articulé avec les compétences du socle, soit un instrument de progression de l'élève. Et évidemment, cela doit se concrétiser par une évolution du diplôme national du brevet, parce que nous savons combien le pilotage par les examens est essentiel dans notre système. Donc voilà, le programme est extrêmement ambitieux. Il devra être travaillé de façon collective, partagée, j'en suis absolument convaincue. Et c'est pourquoi nous serons toujours aussi attentifs à tirer les meilleurs enseignements de toutes les expériences de terrain, de toutes les réflexions, de tous les apports de la recherche, en particulier à toutes les voies prometteuses qui ont été travaillées dans ce domaine, comme le PCC en fait évidemment partie. Merci.